Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est lundi, la semaine débute probablement pour vous et la quotidienne va essayer de vous accompagner comme il se doit. Aujourd'hui, on s'attaque à la dernière journée du groupe de la mort, le groupe B. Comme c'était le cas hier, les matchs auront lieu à 21h. D'un côté, la Croatie qui doit essayer d'enfin montrer un visage décent face à l'Italie pour espérer se qualifier en huitième de finale. De l'autre, l'Albanie qui devra créer l'exploit pour rêver. Parce qu'en face, c'est l'équipe qui a probablement fait la meilleure impression en ce début de compétition, l'Espagne. Pour m'accompagner aujourd'hui, ils sont au nombre de 2 et je peux vous assurer que j'ai l'impression qu'ils sont devenus mes meilleurs amis tant je les ai vus ce week-end. Car oui, nous n'avons pas arrêté du côté de la Cité Fertile entre débriefs de matchs et conférences que je vous invite d'ailleurs à aller écouter sur YouTube et nos différentes plateformes d'écoute. Nous avons échangé des choses. Avec lui, on parle d'entre-deux-guerres, le football c'était mieux avant, on parle de ce fameux coup franc en prolongation d'Édouard Cruz qui offrira la première Coupe de France de son histoire à l'Olympique de Marseille en 1924. Comment il va mon ami Alex? Ça va, mais en fait, le gros problème de la cité fertile, c'est pas les gens, c'est pas le lieu, c'est pas les conférences, c'est l'alcool. Et d'y Ça faut être, pas le dire bordel. d'y être tous les soirs, ça use, hein, putain. C'est vrai que je connais maintenant tous les stands de la Cité Fertile. Je vous recommande d'ailleurs le mafé, délicieux mafé. En tout cas, on vous attend nombreux sur place. Je vais quand même présenter mon deuxième compère. Avec lui, je parle du nouveau jeu vidéo en vogue. Je lui conte les performances de l'équipe de France du début des années 2000. Quand lui me parle de Oh. e-sport et des résultats de la Carmine Corp sur Rocket League, comment il va le minot préféré de ton minot préféré, Zach? Ouais, bah, je trouve que tu caricatures énormément pour un C'est gars qui tout est 10 fois plus l'objectif. présent sur TikTok que moi. Franchement, c'est très limite. C'est très, très, très Écoute, limite ce que tu fais. C'est écoute, clair, le gars, il fait des montages avec des split screens, des animations de malade. Je vais tout vous expliquer en 1 minute et derrière, il vient de vanner, c'est vraiment dégueulasse, Zach. écoute, Calme-toi, mon vieux. aujourd'hui, je suis le présentateur, je fais ce que je souhaite et la caricature, c'est pas mal pour rire. Bon, les gars, on va essayer de se lancer tranquillement dans le programme du jour. Et on va partir déjà en direction d'un des deux matchs, l'Espagne face à l'Albanie. 21h, Albanie, Espagne. Bon, Alex, toi, tu nous emmènes au XVIIIe siècle pour nous parler d'une hymne nationale. C'est l'un des hymnes les plus vieux d'Europe et un des plus anciens du monde. Si la Marseillaise a été décrétée chant national le 14 juillet 1795, la Marcha Real remonte à 1770 après son adoption par le roi Carlos XIII et était jouée à l'occasion des cérémonies officielles où la famille royale était présente. Mais surtout, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'un des seuls hymnes au monde avec celui du Kosovo et de Saint-Marin qui n'a pas de paroles. Alors, on va bien entendu, vous l'avez compris, parler de cet hymne espagnol. La mélodie initiale remonterait au XIIIe siècle durant le règne d'Alfonso X. À l'époque, les hymnes étaient légion, un, pardon, parce qu'on dit un hymne et non pas une, un pour chaque corps armé qui était exécuté lors des hommages au roi. Et c'est à partir de 1749 que le souverain Fernando VI réglemente l'usage d'une musique militaire et qu'il renomme alors la Marcha Granadera. Et c'est là qu'elle devient incontournable. Le morceau change de nom le 3 septembre 1770 pour devenir Marcha de Honor sous l'égide du roi Carlos XIII dont on parlait tout à l'heure. Et l'hymne fut joué pendant plus de 200 ans sans que personne ne soit choqué ou ému du fait qu'elle comporte pas de paroles. Le 3 février 1815, elle prend officiellement le nom de Espagnola et devient l'unique musique lors des cérémonies d'hommage au roi. L'important surtout, c'était de plus utiliser les marches françaises dans un esprit d'union nationale, c'était les marches qui étaient utilisées à l'époque. Ok, Alex, et jamais les Espagnols n'ont été dérangés par leur hymne. Bah, pas au début, comme je te le disais, parce qu'il était encore temps de fêter l'unité du pays et de célébrer le fait d'avoir enfin une hymne à soi. Mais les siècles passent et les élites espagnoles commencent par être complexées par leur hymne. Et contrairement à leurs voisins qui ont tous des paroles, bah, eux n'en ont pas. Donc le 4 septembre 1870, il y a un général catalan qui s'appelle Prim et qui souhaite que l'hymne reflète l'image libérale et progressiste du pays. Il va alors lancer un immense concours pour trouver un auteur écrivant des paroles à la Marcha Española. Et c'est un énorme flop. Le général Prim, il reçoit quand même 447 propositions, dont beaucoup s'inspirent de notre chère Marseillaise. Et le jury chargé de sélectionner l'œuvre, bah, il laisse tomber le général parce qu'ils veulent pas, je cite, entrer dans l'histoire de ceux qui auraient changé l'hymne de la nation, et on les comprend. Il faut dire que la Marcha Granadera, qui est devenue la Marcha Española, est devenue quasiment sacrée
pour avoir été l'un des symboles de l'unité espagnole lors de la guerre de l'indépendance contre les troupes françaises. Alors plus tard, notre cher ami Franco, qui a toujours de super idées, lui, a essayé de poser des paroles dessus. Il a posé les paroles écrites par un poète qui s'appelle José María Pernán, mais cette version ne deviendra jamais vraiment officielle et la Marcha Real restera durant toute la dictature sans paroles. Il y a d'autres essais plus tard. On veut rajouter des paroles, notamment à l'approche des JO 92. En fait, c'est souvent à l'approche d'un événement sportif que les dirigeants sont un peu émus et surpris du fait que tout le monde hurle son hymne à la manière des Italiens, vous savez, et que eux, ils aient leurs sportifs qui regardent dans le vide avec un air inspiré. Donc, à l'approche des JO de Barcelone, en Espagne, du coup, on demande aux citoyens de soumettre leurs idées et ils cherchent à obtenir 500 000 signatures citoyennes pour soumettre un projet législatif. C'est comme ça qu'on procède en Espagne. Alors, le concours est remporté par un inconnu, Paulinho Cubero, un chômeur de la région de Ciudad Real. Et Placido Domingo devait être le premier à chanter l'hymne national, mais il y a un tel tollé, il y a tellement de manifestations contre ce projet qu'il est abandonné. Des années plus tard, en 2008, le sujet revient sur le tapis. C'est encore le comité olympique espagnol qui est frustré, mais pareil, c'est abandonné. Et le dernier projet en date, c'est en 2018, la chanteuse espagnole Marta Sanchez, qui avait écrit des paroles d'ailleurs que vous pouvez consulter, des paroles assez simples, au sens où il n'y a pas il n'y a pas de mise en avant particulière d'une région à l'autre, mais c'était en pleine période de la crise indépendantiste catalane, et ça a mis un énorme coup de frein au processus et du coup tout le monde a levé de bouclier, tout le monde a refusé. Bah oui, parce que chanter une hymne, c'est aussi choisir une langue. Bah ouais, c'est ça aussi qui peut être surprenant pour nous en France, même si on a des régions très fortes, on n'a pas un régionalisme qui est aussi fort qu'en Espagne. Et choisir le castillan, bah, dans un sens, pour certains, c'est prendre parti. Alors l'hymne, vous le savez, a été souvent sifflé lors de contestations indépendantistes en Catalogne. C'est pour ça qu'il y a quasiment aucun match qui est organisé au Camp Nou avec la sélection espagnole. Vous vous rappelez aussi de joueurs, je crois que c'était Oleguer, là, le joueur du Barça, qui lui avait carrément dit je jouerai pour la Catalogne, mais jamais pour l'Espagne. Donc il y a cette notion de régionalisme très très fort. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lors du mondial 2010, il y avait à cette époque-là, c'était Mourinho qui avait vraiment jeté de l'huile sur le feu entre Catalans et Madridistes. La tension était énorme avec Guardiola et le sélectionneur de l'époque avait dû réunir Casillas, Xavi et Iniesta, je crois, pour qu'ils discutent entre eux et apaiser les tensions parce que ça prenait des proportions de dingue dans la sélection. Donc même s'il y avait la meilleure équipe du monde, il y avait d'un côté les Catalans, de l'autre les Madridistes, et tout le monde se foutait sur la gueule au détriment de la sélection. Donc c'est simplement ce petit exemple pour vous dire que c'est quand même un sujet qui reste très tendu en Espagne. Là, il y a Lamine Yamal en match amical qui s'est fait applaudir par le Bernabéu et on parle d'un exploit. Hein. C'est comme si un Marseillais se faisait applaudir au parc et inversement, mais en beaucoup plus fort. Donc actuellement, certes, les tensions sont moins bruyantes, mais on comprend aussi que rajouter des paroles à cet hymne pourrait les raviver et déplaire grandement à une bonne partie de la population. Eh bien, merci Alex pour cette belle chronique. Zach, je vais me tourner vers toi. On va parler plus particulièrement pardon, de l'Espagne. Espagne, si on parle de foot, qui est quand même pour le moment l'équipe qui a apporté le plus de certitude. Ouais, carrément. Et faudra voir s'ils sont aussi motivés que les deux premiers parce que la première place est déjà assurée. Donc, faudra qu'on voit si vraiment ils vont tout donner pour ce troisième match de poule. Mais moi, c'est vraiment l'équipe qui m'a le plus impressionné. Une attaque de feu. Alors pourtant, c'était vraiment leur défaut sur les dernières saisons. Et ça va donner des belles petites affiches. Tout ça, mine de rien, on se rapproche bien des phases finales. Donc, j'ai hâte de voir ce que va donner cette Espagne. Et si Morata commence à mettre des buts importants en plus, alors là, Oh là, oh là, oh là, oh là. rien ne les arrête. Alors, c'est pas encore fait, hein, j'y crois pas trop non plus, mais on verra. Ouais, Alex, on regardait un match en plus ensemble de l'Espagne. Toi, t'es quand même un peu tombé amoureux de cette nouvelle Espagne, cette Espagne plus moderne. Ouais, carrément. Bon, j'aimais déjà beaucoup celle de 2008, 2010, 2012, mais celle-là, elle me fait kiffer. Après, je m'attends pas à un match de ouf contre l'Albanie. Ils sont déjà qualifiés, ils sont assurés d'être premiers, à moins que l'Italie gagne 5-0 contre la Croatie, et j'en doute. Donc, ça sent le petit nul tranquille, histoire de pas faire un dernier match avec une défaite. Et c'est plus l'autre match qui va m'intéresser. Je pense qu'on va regarder ce soir-là.
Bon, allez les gars, du coup, on va parler de l'adversaire de l'Espagne. On est parti pour la chronique sur l'Albanie. Mercredi, lors du match opposant la Croatie et l'Albanie, des chants anti-serbes ont été scandés par les supporters des deux camps. J'ai donc voulu m'intéresser au ressentiment albanais vis-à-vis des Serbes et comment cela se matérialiserait dans la sélection notamment. Et quand on parle de football albanais, la meilleure personne à qui parler, c'est Aldo du compte X Football Albanais. Je vous laisse écouter ça. Salut Aldo, tu tiens le compte X Football Albanais, je le disais dans l'épisode, mais quand on parle de football albanais, c'est vers toi qu'il faut se tourner. D'ailleurs, tu avais également participé à nos previews pour apprendre à mieux connaître cette équipe d'Albanie. Aujourd'hui, on va parler des liens entre la sélection albanaise et la politique, notamment de la rivalité avec la Serbie. Est-ce que tu peux faire un petit historique à nos auditeurs de cette rivalité, avec notamment la question du Kosovo? Alors, la question du Kosovo est assez complexe dans le sens où le Kosovo était une province de la Yougoslavie en fait entre 1944 et 1991. Je dis 91 à partir du début de la guerre d'ex-Yougoslavie. Ça a été un peu plus flou par rapport à la prise d'indépendance du Kosovo en fait qui a été en 2008. Mais vraiment, il y a une situation assez floue, notamment avec la guerre entre la Serbie et respectivement le Kosovo, la Bosnie et la Croatie également. Donc ça a été assez tendu sur toute la région en fait. Donc le Kosovo qui a toujours été majoritairement albanais à ce moment-là, donc y compris pendant la période en fait où le Kosovo a fait partie de l'ex-Yougoslavie, ça s'est resté à majorité albanaise et du coup il y a eu aussi cette volonté de la part des Albanais du Kosovo après la mort de Tito et la prise du pouvoir de Milosevic de pouvoir obtenir leur indépendance pardon. Et du coup, voilà, il y a eu les conflits qui se sont suivis là-dessus. Et donc, du coup, aujourd'hui, voilà, le Kosovo qui est indépendant depuis le 2008, la fédération internationale, du coup, la FIFA, qui a reconnu le Kosovo comme étant éligible à ces compétitions en 2016. Donc voilà, FIFA et UEFA, depuis 2016. Après l'Euro 2016, le Kosovo est devenu éligible aux compétitions internationales. Et quant au sujet-là, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Kosovo est aujourd'hui à majorité albanaise. Et c'est pour ça que culturellement parlant, le Kosovo et l'Albanie sont deux pays qui sont très très proches, pour pas dire fraternels. On n'a qu'à voir aujourd'hui le fils du président de la fédération kosovare qui a fait la chanson officielle de l'Albanie pour l'Euro 2024. Voilà, ça montre un petit peu les liens qu'il y a entre les deux pays. Plusieurs joueurs encore aujourd'hui du Kosovo du coup, éligibles pour le Kosovo ont également opté pour l'Albanie, donc également pour intérêt personnel évidemment, hein, c'est plus valorisant de participer à l'Euro. Donc voilà, je pense à Mirlin Daku, Arnor Mouya qui certes n'a pas été retenu pour l'Euro, mais voilà Mirlin Daku également, Medon Berisha aussi, voilà, et qui ont été sélectionnables pour le Kosovo et qui ont finalement opté pour l'Albanie. Donc voilà un petit peu comment on peut résumer. Je résume vraiment, vraiment très grossièrement et très brièvement. La question est bien plus complexe et il faudrait des heures et des heures pour pouvoir vraiment faire un résumé parfait, authentique et exhaustif. Mais voilà, là, dans les très grandes lignes, voilà comment on peut évoquer le sujet. Et en termes de ressentiment, comment, la population albanaise en général, est vis-à-vis de la Serbie? Alors, c'est un peu compliqué en fait, et je pense qu'il y a trois points de vue. Le premier point de vue, c'est celui du Kosovo qui a du mal à pardonner à la Serbie ce qui s'est passé dans les années 90. Voilà, donc il y a eu, c'est un point de vue qui est très présent au Kosovo, qui est aussi également présent en Albanie, même si le sentiment est un peu plus atténué, étant donné que l'Albanie n'est pas entrée directement en conflit avec la Serbie, mais de par le fait que le Kosovo l'a été, voilà, par solidarité, il y a beaucoup d'Albanais voilà, qui vont se montrer, ils vont plus se montrer solidaires envers le Kosovo que haineux ou rancuniers envers la Serbie, donc il y a vraiment ce sentiment-là. Et il y a aussi voilà, le point de vue des personnes de la diaspora aujourd'hui qui vont clairement être pour leurs origines. Et il y a aussi un point de vue qui est celui des personnes qui disent qu'il faudrait qu'on passe à autre chose, qu'on aille de l'avant. C'est notamment le point de vue du Premier ministre de l'Albanie aujourd'hui, Edi Rama, qui est en faveur de ce qu'on appelle aujourd'hui le projet de l'Open Balkan. Donc une espèce de mini Schengen pour les Balkans, donc, et qui inclurait également la Serbie, le Kosovo, l'Albanie. Donc voilà, dans une politique de normalisation. Donc il y a aussi ce point de vue-là. Donc c'est compliqué encore aujourd'hui. C'est compliqué, c'est très compliqué parce que il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à ne pas être rancuniers. Et ça, en vérité, je peux complètement les comprendre. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres personnes qui préfèrent aller de l'avant
Mais dans la majorité, pour l'instant, c'est un peu compliqué de vraiment aller de l'avant, hein. Il y a qu'à voir, on va en parler plus tard aussi, mais notamment quand il y a eu l'annonce d'un euro, enfin d'une candidature conjointe entre l'Albanie et la Serbie, ça a été très 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 mitigé comme décision. Enfin, les réactions étaient très mitigées. Du coup, tu me fais une petite passe. On va parler un petit peu de football désormais. Il y avait un match qui avait un peu dégénéré entre la sélection albanaise et la sélection serbe. On est en octobre 2014. C'est un match de Mm, qualification pour l'Euro 2016. Est-ce que mm. tu peux nous raconter un petit peu tout ça? Alors, match très tendu. À partir du moment où on a eu l'annonce, on a directement eu Lorik Sana, le capitaine de l'Albanie de l'époque, qui a déclaré qu'il souhaitait que la rencontre ne se dispute pas et qu'il aurait mieux fallu qu'on puisse refaire le tirage au sort parce que c'était pas souhaitable en fait que on ait une rencontre entre deux pays avec un environnement aussi hostile. Les supporters albanais n'ont pas fait le déplacement à Belgrade et bien évidemment les supporters serbes n'ont pas fait le déplacement en Albanie non plus en retour. Ambiance tendue. Ambiance tendue dans le sens où on a eu des chants serbes appelant à la mort des Albanais. Ça a été le cas. La Serbie enfin la fédération serbe avait d'ailleurs reçu une forte amende. Je crois même qu'ils avaient pris 3 points de suspension d'ailleurs par rapport à ces chants-là et par rapport à tout le contexte qu'il y a eu autour. Donc voilà, on a eu des affiches, enfin des drapeaux à l'effigie de personnes reconnues comme criminels de guerre par la Cour pénale internationale dans le stade, des chants appelant à la mort des Albanais, évidemment des chants disant que le Kosovo est serbe, mais bon ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent que les chants appelant à la mort des Albanais. Là je pense que c'était vraiment pour l'occasion. Donc contexte très tendu, contexte vraiment très tendu là-dessus. Et puis le match évidemment ne s'est pas arrêté, enfin n'est pas allé à son terme, hein. Le match s'est arrêté à la 40e minute après qu'Ismail Morina ait balancé avec un drone un drapeau de ce qu'on appelle la Grande Albanie, donc avec une carte qui représente un petit peu toutes les régions albanophones, même encore aujourd'hui. Donc une carte de ce que devait être l'Albanie, de ce qu'on souhaitait avoir de l'Albanie après la prise d'indépendance en 1912. Bon, il se trouve que finalement les différents congrès ont décidé que la question serait réglée autrement, en, en dispatchant quelques territoires albanais aux autres pays. Donc voilà, c'est chose qui a été qui est encore contestée en Albanie, même plus d'un siècle après. Et à qu'à voir aujourd'hui dans ces régions-là encore aujourd'hui, ce sont des régions qui restent encore majoritairement albanophones, hein. Je pense à une bonne partie de l'ouest de la Macédoine, la question du Kosovo également, qui voilà, une bonne partie de l'ouest même une partie de l'ouest de la Macédoine, pardon, reste encore en majorité albanophone. Et il y a qu'à voir aujourd'hui des joueurs comme Yassir Hassani ou Nedim Bayrami qui viennent représenter la sélection albanaise malgré le fait qu'ils soient nés en Macédoine. Enfin, dans le cas de Bayrami, originaire du coup de la partie albanophone de Macédoine. Donc voilà. Et pourtant, en mai 2024, il Oui, y a 2 mois, l'Albanie, tu en parlais tout à l'heure, a déposé une candidature pour organiser l'Euro Espoir 2027 en mm, compagnie de la Serbie. C'est un peu, exact. voilà, ça on pouvait ne pas s'y attendre en tout cas. Eh ben, franchement, on s'y attendait pas. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne s'y attendait vraiment pas. Au début, on pensait que c'était une blague. Côté serbe, ils pensaient également que c'était une blague. Il s'est avéré que non. Je ne sais pas comment ça a été pris côté serbe. Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas du tout comment ils ont réagi là-dessus. J'en ai parlé très brièvement avec des Serbes. J'en ai parlé très brièvement, mais je n'ai pas eu l'occasion de leur demander leur point de vue. Mais du côté de l'Albanie, en majorité, ça a été très mal vu. Ça a été très mal vu. Pourquoi? Parce que les normalisations des relations entre les deux pays n'avancent pas. N'avancent pas, et surtout socialement parlant et culturellement parlant, entre les deux pays, ça n'avance pas. Voilà. Merci encore à Aldo du compte X Football Albanais. N'hésitez pas à aller checker tout ce qu'il fait sur son compte si vous voulez suivre justement cette équipe albanaise. Cette équipe albanaise qui quand même nous surprend un petit peu en ce début de compétition. Alex, toi t'en penses quoi? Est-ce que tu penses qu'ils ont une chance justement avec peut-être une équipe espagnole remaniée de créer l'exploit justement? Non, je pense pas. Enfin, moi aussi, j'ai été vachement séduit déjà par l'Albanie et il faudra les féliciter à la fin de ce match pour le parcours qu'ils ont proposé. En revanche, parce que eux se sont montrés, tu vois, ils ont pas joué défensif, à attendre que ça passe et à chercher le nul à chaque match. En revanche, je vois. Alors, une Espagne relâchée, oui, mais il va certainement faire tourner beaucoup. Il y a des joueurs qui vont vouloir se montrer. Et bon, si ça finit sur un nul, tu vois, je serais pas surpris. Et un nul, ça éliminerait l'Albanie. Donc, il faudrait une victoire absolument. Et je les vois quand même pas aller taper l'Espagne ce soir. Zach, tu partages ce sentiment? Ouais, totalement. J'y crois pas trop.
Même si l'Espagne aligne une équipe un peu plus remaniée, je pense qu'ils feront le taf quand même, comme dit Alex, au pire le nul. Et ouais, je pense que ce groupe, ça va être clairement l'Espagne qualifiée, l'Italie qui risque de faire le taf, et on n'aura peut-être pas de meilleur troisième dans ce groupe, j'ai l'impression. Donc Bah, tu me fais une compliqué. bonne passe D parce qu'on Et va oui, partir désormais sur notre second match de la journée, le choc entre l'Italie et la Croatie. 21h. Croatie, Italie. Alors Zach, aujourd'hui, tu as décidé de nous faire une nouvelle chronique sur l'Italie. Et si j'ai bien compris, tu vas nous parler d'une œuvre qui risque de réveiller de bons souvenirs d'enfance pour la plupart d'entre nous. Après, je suis pas sûr pour Alex. oui, mon cher Bilal, des bons souvenirs d'enfance pour toi et moi, et peut-être des bons souvenirs de début de retraite pour Alex. Si je t'évoque Tag, Gaël, Héloïse, est-ce que ça te parle? Ah bah, j'ai bien l'impression qu'on parle de foot de rue, non? Putain, il est cultivé cet homme, exactement. Diffusé à partir du 31 décembre 2005, cette série franco-italienne a connu un succès immédiat. Le pitch, 5 orphelins, Tag, Gaël, Héloïse, Tarek et Nordine veulent organiser la première Coupe du Monde de football de rue. Mais plusieurs obstacles vont se présenter à eux, notamment le racisme et la xénophobie des habitants. Ce qu'on sait moins de cette série, c'est qu'elle a été adaptée d'un livre de 1992 appelé La Compagnie des Célestins, ou La Compagnia dei Celestini en langue originale. Ah, ça, je connais. Ah, alors ça fait plaisir, on sent les puristes de l'ancien temps. Son auteur est Stefano Benni, un écrivain, journaliste et poète italien. Benni est réputé pour faire la satire de la société italienne de ces 10 dernières années à travers l'imagination de mondes et de situations imaginaires. Si cette œuvre tourne autour du football, Benni lui a surtout donné une dimension politique très importante. Ok, du coup, est-ce que la présence de la politique dans la Compagnie des Célestins, est-ce que ça rend le livre très différent de la série? Ouais, plutôt, car la Compagnie des Célestins adopte une dimension plus sombre que celle de foot de rue. Le topo reste à peu près le même. 3 orphelins parviennent à s'évader d'un orphelinat avec le rêve de participer au championnat du monde de palastrada, un néologisme inventé par l'écrivain composé des mots pala, qui veut dire ballon, et strada, la rue. Seuls des orphelins peuvent participer à cette compétition rebelle et secrète. Et c'est sans compter sur Mussolardi, le dirigeant de la Gladonie, un pays imaginaire qui symbolise l'Italie. Alors c'est aussi un homme d'affaires malhonnête et patron de la presse qui est prêt à tout pour mettre à mal la compétition, en se servant notamment de journalistes et religieux capables de toutes les horaires pour faire échouer les enfants. Et à travers ces personnages, on a une critique des médias italiens rongés par l'argent et d'une église italienne salie par des scandales sexuels. Et à travers le personnage de Mussolardi, Stefano Benni fait une satire de Silvio Berlusconi et de son idéologie. Le politique italien sera le plus en vue des années qui suivront et accédera à la présidence du Conseil 2 ans après la sortie du livre. Si Benni décide d'utiliser le foot pour dénoncer toutes ces problématiques, c'est parce qu'il incarne toutes les valeurs s'opposant au régime, la solidarité, l'égalité et l'intégrité. Ouais, on a en effet l'impression d'avoir ici une œuvre qui illustre bien la capacité du football à avoir un poids sur la politique. Mais du coup, est-ce que tu peux nous dire comment une telle histoire en est arrivée à être adaptée en série pour enfants? Eh bien, le dessin animé de son nom d'origine Street Football, ou foot de rue, a été produit par Giorgio Welter. C'est un producteur italo-luxembourgeois et supporter de l'AC Milan qui a l'idée d'une telle série en voyant jouer de jeunes enfants à Dakar. Grand fan de Stefano Benni, il décide de faire une adaptation de La Compagnie des Célestins. C'est la première fois que l'Italien se met dans le rôle de producteur. Il en change totalement la tonalité pour en faire un dessin animé inclusif et destiné aux enfants. On a donc un aspect politique moins développé, même s'il reste quand même présent. Le producteur a voulu faire une œuvre inclusive en cassant les codes des programmes italiens similaires. Par exemple, les personnages sont tous métis et ont des noms divers. Donc, pour rappel, Tag, Gabriel, Héloïse, Tarek et Nordine. Une volonté de s'inscrire dans la culture populaire qui déplaise aux médias italiens. Mais pas grave, puisque le succès est énorme auprès du public. Cette volonté de s'inscrire dans la culture populaire est aussi reprise en France. Le générique rap est ainsi composé par Akhenaton, Cool Chain et DC's. Et le titre du Marseillais, Street Football, sera même certifié single d'or. Foot de rue! Bon, ce bon vieux générique, c'est compliqué de l'oublier en effet. Bah tu sais quoi, Bilal, t'as l'air de si bien le connaître qu'on va en passer un petit extrait. Entre quatre vestes et le buisson déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage, fair play, tous parés pour la compétition.
Bon, et dis-moi, Zach, après cette belle interlude musicale, est-ce qu'elle a bien vieilli cette série? Bah ouais, plutôt, la réussite de foot de rue perdure dans le temps, puisqu'une 5e saison est actuellement en cours de production. Et d'ailleurs, si Foot de rue est une adaptation, c'est bien elle qui a fait connaître le livre. Benny avait lui-même assuré la promotion de la série en France. En 2006, il était venu rejoindre George Welter à Aubervilliers, qui avait organisé un tournoi de foot de rue en partenariat avec la mairie. Eh bien, merci beaucoup, Zach, pour cette chronique. C'est toujours intéressant de voir comment le football peut servir à critiquer une société au plus mal sur certains aspects. Pourquoi pas espérer un jour une suite autour du personnage sans scrupules, Manueli Macroni. Et on... Bon, du coup, je vais me tourner vers toi, Alex, parce que ça fait un moment qu'on t'a pas entendu. Sur ce match, c'est quand même un choc Italie-Croatie. Est-ce que tu crois dans un réveil de la Croatie? En fait, non, mais c'est compliqué parce qu'ils ont vraiment pas montré grand-chose, hein. Même contre l'Albanie, ça a été extrêmement laborieux. Et je suis plutôt partisan de la théorie de Zach pour dire qu'il y aura pas de meilleur troisième dans ce groupe. Je vois plus minimum un nul et l'Italie qui assure sa qualif assez tranquillement. Après, si on peut se retrouver avec un scénario où la Croatie tape l'Italie, finit deuxième du groupe avec 4 points et l'Italie qui sort meilleur troisième, mais il n'y a rien qui laisse présager un réveil des Croates. On a beaucoup parlé du système en 4-3-3 de la Croatie qui paraît complètement obsolète par rapport aux joueurs qui sont dans cette équipe. Et comme le coach a l'air hyper obtus sur ce point-là, je vois pas pourquoi ça changerait et qu'on verrait quelque chose de mieux ce soir entre les deux équipes. Et surtout pour Ouais, la je France. suis assez d'accord avec toi, mais on va peut-être se tenter au prono. Zach, petit prono pour le match? Bah moi je suis pas forcément d'accord avec vous. Je trouve que moi j'attends aussi de voir le réveil de l'Italie. En fait, on parle beaucoup du réveil de la Croatie. Moi je trouve que l'Italie a quand même pas proposé énormément depuis le début de la compétition Ouais, et c'est vrai que surtout j'ai contre l'impression que l'Espagne, ils c'est sont bah ouais, tu marchés vois, il y, dessus, a- il y quoi. avait aucune adversité Mm. et ce match je le vois un peu comme du 50-50 et moi je dirais bien un bon match nul, un partout. Ok, moi j'avoue que quand même j'ai trouvé l'Italie plus intéressante, notamment contre l'Albanie, que ce qu'a pu proposer la Croatie, mais t'as raison, en tout cas c'est un Je suis match qui va d'accord avec être toi, mais ouvert. dos au mur, les Croates ils peuvent être chiants, tu vois, Ah leur bah c'est côté une un peu. équipe qui est toujours très chiante, Ouais. mais bon, l'Italie c'est historiquement l'équipe chiante par excellence. Donc c'est clair qu'on verra. Alex, du coup, petit prono? Ouais, plutôt un nul aussi, mais bon, un nul, ça veut dire la Croatie dehors, hein, donc C'est l'heure de conclure cet épisode. Merci les gars pour vos belles chroniques et merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'en profite pour vous rappeler que comme tous les soirs de match, nous serons en live sur notre chaîne Twitch pour un débrief de ces deux matchs qui s'annoncent bien chauds. Pour les autres, je vous dis à demain pour une nouvelle quotidienne.